À quoi ça ressemble un utérus? Je pense que pour la plupart d'entre nous, un utérus, ça ressemble à un gros ballon. Par contre, c'est vraiment pas le cas. Un utérus, c'est tout petit, ça tient carrément dans une main. Là, évidemment, je parle pour la femme. En fait, pour la femme, ça ressemble à un petit sac avec deux oviducs. Les oviducs, dans le fond, c'est le terme scientifique pour les trompes de Fallope. Et sont attachés sur les côtés, mais dans la partie supérieure de l'utérus. Par contre, chez toutes les espèces, l'utérus va vraiment pouvoir varier dans sa forme. Si on prend par exemple la vache, elle va avoir un tout petit corps de l'utérus, puis en fait c'est tellement petit, il n'y a même pas de gestation qui est possible à l'intérieur, et deux longues cornes utérines, on parle de 35 à 40 cm. Chez la truie, même concept, donc un tout petit corps mais des longues cornes, mais à ce moment-là sont encore plus longues, peuvent aller jusqu'à 65 cm, et ça c'est sans gestation. Ça peut devenir beaucoup plus gros avec la gestation. Même chose chez les petits ruminants, la brebis, la chèvre, donc même type, un petit corps, des grandes cornes. Si on prend la jument, par contre, elle va avoir à la fois un grand corps de l'utérus, deux grandes cornes utérines, puis la gestation peut se passer n'importe où à l'intérieur de l'utérus. Encore plus intéressant, la lapine. La lapine va avoir carrément deux utérus distincts et chacun va avoir son entrée qui est le col de l'utérus. Ça veut dire que chacun va avoir un col de l'utérus, un oviduc. Les gestations peuvent se passer dans l'un ou dans l'autre, ou les deux en même temps. Justement, pour fermer l'utérus, on va parler du col de l'utérus, puis encore là, ça peut varier selon les espèces. Chez la femme, ça va vraiment ressembler à un beigne. À l'intérieur, il va y avoir un glu qu'on va appeler la glaire utérine. Cette glu-là va empêcher à peu près tout de passer. En fait, ça va même empêcher les spermatozoïdes de passer, sauf pendant la période du cycle où est-ce qu'on est plus fertile, donc au moment de l'ovulation. Sinon, il n'y a rien qui entre dans l'utérus. Même chose chez les autres animaux, mais là, le col peut avoir des formes vraiment complètement différentes. Si on prend par exemple la vache va avoir un col qui est vraiment particulièrement long et qui va contenir 3 anneaux. Si on veut faire une insémination artificielle, l'inséminateur doit vraiment passer au travers des 3 anneaux pour se rendre jusqu'à l'utérus pour augmenter les chances de gestation. Chez la truie, c'est un peu particulier. Il y a des espèces de replis qui vont faire que le col de l'utérus est un petit peu comme un tire-bouchon. Ce qui est super intéressant chez la truie, c'est que le verra va devoir insérer le gland à l'intérieur du col de l'utérus, puis ça c'est unique à la truie parce que chez les autres espèces, le pénis va vraiment rester à l'intérieur du vagin, il va pas rentrer dans le col de l'utérus. Ça, c'est si on regarde l'anatomie macroscopique de l'utérus. Maintenant, si on regarde au microscope, ça ressemble à quoi un utérus? En fait, il va y avoir 3 tissus. Le plus à l'extérieur, on l'appelle le périmètre. Péri veut dire autour, mètre c'est la matrice. En fait, c'est la mère, c'est ce qui permet d'avoir une gestation. Le périmètre, c'est un tout petit tissu mince qui va permettre de faire une protection de l'utérus. Ensuite, un peu plus vers l'intérieur, on va avoir le myomètre. Là, le myomètre, myo, ça veut dire muscle, c'est vraiment ce qui va permettre de faire toutes les contractions pour la mise bas chez les animaux ou l'accouchement chez la femme. Enfin, la partie qui est la plus intéressante et qui est la plus importante, c'est l'endomètre. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans l'endomètre? En fait, chez les animaux d'élevage, comme il n'y a pas un cycle menstruel, mais plutôt un cycle estral, les variations de l'endomètre vont être relativement petites. Chez la femme qui a un cycle menstruel, puis chez les primates, il va y avoir des variations qui sont vraiment très importantes. En fait, pendant la phase de l'estrogène, donc l'estrogène va provoquer un épaississement de l'endomètre qui va devenir épais quasiment jusqu'à 1 cm d'épaisseur. Par la suite, il va y avoir de la progestérone. La progestérone, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener beaucoup de vaisseaux sanguins dans l'endomètre. Ça va aussi permettre de développer les glandes. Les glandes, sous l'impact de la progestérone, vont se mettre à sécréter énormément de glycogène, vont vraiment prendre une forme de dentelle. Ça va être vraiment joli à voir au microscope. Et ce glycogène-là, ça va être la principale source d'alimentation pour l'embryon. Par contre, si jamais il n'y a pas eu d'implantation, donc s'il n'y a pas eu de fécondation et il n'y a pas un embryon qui est venu s'installer dans l'utérus, on va devoir dégrader l'endomètre pour recommencer. Ça va être les menstruations.